Bonsoir, good evening. Je m'appelle Stéphane Aquin, je suis le directeur général du Musée des Beaux-Arts de Montréal. I'm the director of the Montreal Museum of Fine Arts et c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour l'ouverture virtuelle, for the virtual opening of an exhibition by Canadian artist Caroline Monet, Ninga Mine. Je veux profiter de cette occasion unique qui nous est donnée et en l'honneur de Caroline Monet, qui est d'origine anishinaabe et française, pour reconnaître que nous sommes ici au Musée des Beaux-Arts de Montréal sur un territoire qui était ancestralement un carrefour, un lieu de rencontre et d'échange entre diverses nations, Abénaki, Anishinaabe, Mohawk, Wendat, et que cet esprit des lieux continue d'animer et d'inspirer cette ville qui est encore un lieu où les communautés autochtones vivent et prospèrent. À preuve, Caroline, ici. Caroline is one of Canada's most important emerging, no, not emerging, young artists recognized around the world. She has exhibited at the Palais Tokyo in Paris, at the Maison des Arts et de la Culture in Berlin, at the Whitney Biennial a few years ago. I saw her work there. Et ce qu'elle présente ce soir, ici, Ninga Mine, se veut une sorte de déclinaison formelle, extraordinairement convaincante, autour de l'idée d'une promesse non tenue du gouvernement fédéral à l'endroit des communautés autochtones de procurer une habitation de qualité. Ce qu'on voit ici, c'est qu'elle utilise des matériaux de construction et les décline autrement sous une iconographie, une iconologie, une stylistique parfaitement nouvelle. I would like to acknowledge on behalf of Caroline, and she said it multiple times, how it is still unacceptable that third world-like living conditions remain in a country as civilized and developed as Canada. And I think this exhibition speaks eloquently about this reality. Ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir Caroline Monet, entourée de Mary Daly Desmarais, conservatrice en chef du musée, et de Sylvie Lacerte, commissaire invitée, qui a organisé cette exposition et qui l'a brillamment installée avec Caroline. Mais avant de leur passer la parole, j'aimerais remercier nos commanditaires qui ont soutenu cette exposition et qui soutiennent l'ensemble de notre programme. So I would like to thank, and I have a few notes here, please bear with me, those who support us, Hydro-Québec, who also our official sponsor, Denault Paintings, Peinture Denault. And I would also like to thank our patrons from the Cercle Femmes Force, who have supported this exhibition and numerous other projects at the museum. And of course, our long-standing partners, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des Arts de Montréal et le Conseil des Arts et Lettres du Québec. Bon, alors qui d'autre pourrait nous aider dans ce projet? Je souligne aussi le soutien de la galerie Blouin Division qui représente l'artiste. Et maintenant, sans plus tarder, without any further delay, please welcome our distinguished guests tonight, the artist Caroline Monet, Mary Daly Desmarais, and Sylvie Lacerte. Thank you. Alors, merci beaucoup Stéphane et merci à vous tous d'être avec nous ce soir. I am so excited that we are all here together pour le vernissage virtuel de la première exposition solo muséale de l'artiste Caroline Monet. Ce soir, j'ai le plaisir d'être dans la salle de l'exposition avec l'artiste Caroline et avec Sylvie Lacerte, commissaire de l'exposition. D'abord et avant tout, félicitations à vous deux pour cette magnifique exposition. Alors, avant de commencer notre discussion ensemble, je vais vous montrer, on va vous montrer un petit vidéo behind the scenes that will really give you access des coulisses du montage de l'exposition. So, hit it.
la commissaire Sylvie Lacerte qui m'a approchée il y a presque 2 ans maintenant pour faire une première exposition solo dans un musée canadien. Donc, c'est ça, j'étais absolument emballée et excitée par cette invitation-là. Elle m'a approchée au moment où j'étais en pleine pré-production d'un long métrage. Donc, je lui ai dit, est-ce qu'on peut attendre un petit peu, pas le faire dès le printemps, est-ce qu'on peut attendre à l'automne d'après? Puis c'est sûr qu'avec la pandémie, bon, ça a repoussé. Et en fait, j'ai été assez contente de pouvoir prendre mon temps pour faire cette exposition-là parce que ça m'a permis de vraiment pousser mon exploration plus loin, de faire quasiment que des nouvelles œuvres pour cette expo et de vraiment pousser ma pratique et mon travail un petit peu plus loin, de prendre le temps de bien faire les choses. Donc c'est ça. Ça fait vraiment 2 ans que je suis en conversation avec Sylvie Lacerte pour monter cette exposition-là. Toute l'exposition se centre autour de matériaux de construction et ça, c'est une continuité dans ma pratique, mais j'ai vraiment remarqué la hausse des prix des matériaux de construction depuis la pandémie et l'accès à ces matériaux-là. C'était vraiment moins facile que d'habitude et les fournisseurs étaient beaucoup plus lents aussi à pouvoir fournir. Les délais d'attente étaient très longs. Donc, il y a eu, tout au long de la planification de cette exposition-là, il y a eu un vrai travail de coordination très important pour s'assurer qu'on arrivait à nos échéances, qu'on arrivait à faire les choses dans les temps et avec le musée, livrer les œuvres à temps pour monter l'exposition. On ne monte pas une exposition toute seule. J'ai vraiment une équipe qui m'a appuyée là-dedans et qui m'a aidée à faire tout au niveau de la coordination, au niveau de la technique, au niveau de la consultation, vraiment pour s'assurer que tout l'aspect technique derrière la fabrication des œuvres, mais justement le transport, l'entreposage des œuvres se fasse adéquatement. Le transport s'est fait en plusieurs temps. Donc, le musée est venu chercher d'abord les œuvres qui étaient prêtes à l'encadrement que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Et toutes les structures architecturales ont pris beaucoup plus de temps parce que c'est très technique, il y a des plans techniques à faire, on veut s'assurer que ça tienne bien, il y a une implication par rapport au public aussi. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est un petit peu une phase d'expérimentation. Mais avec le musée, ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de communication pour savoir comment transporter les œuvres adéquatement de mon atelier au musée. C'était difficile parce que les œuvres ne sortent pas de la porte de l'atelier. Donc, il a fallu vraiment trouver des façons ingénieuses de faire ça, quasiment emballer les œuvres à l'extérieur de l'atelier pour pouvoir venir les chercher, les transporter dans le monte-charge jusqu'au musée. Puis ça s'est fait vraiment comme ça à la dernière minute. Sylvie Lacerte avait fait un travail incroyable de scénographie, de mise en espace au préalable. On a suivi exactement son plan d'accrochage et ça marche, selon moi, très, très bien. Comment les œuvres dialoguent une entre elles. Je dirais ce qui ressort le plus pour moi de mon expérience au musée, c'est comment c'est agréable de travailler avec des techniciens qui sont professionnels et qui savent ce qu'ils font. Accrocher les œuvres sur les murs, ça a pris 2 jours. C'était vraiment rapide, ça s'est super bien fait. Il y a une grande pièce de Tyvek blanc qui a passé énormément de temps à mon atelier. C'est la première œuvre de l'expo que j'ai faite quand j'ai su que j'allais avoir cette exposition-là. Et elle s'est faite au courant de l'hiver dernier. Et c'est des feuilles de Tyvek qui sont cousues à la main, feuille par feuille, sur un grand morceau de tissu qui mesure 9 pieds de haut. Et cette œuvre-là, parce qu'il fallait l'entreposer, il n'y avait pas de place chez l'encadreur ou même ici. Donc, elle est restée couchée longtemps à mon atelier sous des feuilles, sous des plastiques, pour éviter que la poussière s'infiltre, etc. Puis maintenant, quand je l'ai amenée ici, qu'on l'a accrochée, qu'on l'a dévoilée, bien, il a fallu retravailler la fibre du papier pour être capable de l'ouvrir un petit peu parce qu'elle avait été tellement restée endormie pendant quelques mois. Donc c'est une œuvre qui va devenir vivante. J'ai l'impression qu'elle va se déployer tout au long de l'exposition, puis qu'elle va changer au fur et à mesure que le public va passer devant. Après, c'est sûr qu'il y a aussi d'autres œuvres. Par exemple, je présente des sacs de sable. Des fois, on a des idées qui nous viennent en tête, puis on ne sait pas trop pourquoi, c'est des flashs d'idées. Puis ces idées-là restent, elles restent, et puis on continue à y penser, elles continuent à grandir. Puis je me dis, si elles sont encore là après quelques semaines, c'est qu'il faut y aller, il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout de cette idée-là.
pas plus tard que la semaine dernière, je suis partie sur la réserve avec un Jeep, aller chercher le sable, le ramener à l'atelier, l'étendre partout dans l'atelier pour le faire sécher. Donc, ça ressemblait vraiment à un beach party, là, vraiment une plage, mais s'assurer que le sable soit bien nettoyé, passer au peigne fin, le sécher pour pouvoir après ensuite le ramener au musée. Et puis tout ça à la dernière minute comme ça. J'ai fait une œuvre qui est faite avec de la moisissure et qui n'est pas encore arrivée, en fait, qui est partie de mon atelier ce matin et qui est arrivée aujourd'hui, qu'on n'a pas encore déballée. J'ai assez hâte de voir comment les conservateurs vont réagir par rapport à cette œuvre-là. C'est une œuvre qui a grandi pendant 2 mois en incubateur, qui vraiment, c'est la moisissure qui vient faire des designs sur du gypse et qu'on a été obligé de tuer pour qu'elle finisse sa colonisation et qu'elle soit donc non toxique pour le public. Mais bon, maintenant, elle est sous des cloches de plexiglas. On va voir comment les conservateurs réagissent avec ça. Moi, j'ai envie d'apprendre aussi comment une œuvre comme ça peut perdurer dans le temps. Parce qu'encore une fois, c'est une idée que j'ai eue, puis là, ben, ça se concrétise et puis j'expérimente tout en faisant l'exposition. Je pense que c'est le fun de faire ça. Chaque exposition doit t'amener plus loin et de pouvoir expérimenter des nouvelles façons de faire, que ce soit avec la moisissure, donc des organismes vivants, mais aussi avec des méthodes plus architecturales. C'est un risque à prendre, puis on le fait, puis on est un peu à la veille du vernissage, donc on ne peut plus retourner en arrière maintenant. Le titre Ningamene, c'est un mot en Anishinaabe-Mowen qui m'a été donné par Sheldon McGregor, qui est un ami. La traduction littérale, c'est « je te le donne », mais c'est le mot qu'on utilise pour dire promesse en Anishinaabe-Mowen. Pour moi, c'est un titre qui a un double sens. C'est bien sûr la promesse du gouvernement canadien envers les communautés des Premières Nations et toute la crise du logement qui se passe dans les communautés, mais c'est aussi une promesse d'un avenir meilleur. C'est une promesse de s'élever, que nos voix s'élèvent. Donc, c'est aussi un tournant vers l'espoir. Je voulais que l'exposition ne soit pas seulement ancrée dans une cause sociale et dénoncer quelque chose, mais aussi puisse porter un petit peu d'espoir pour la suite. Alors, super. Alors, comme précise la vidéo, ce projet est quasi en 2 ans de développement. Alors, je commence en te posant la question, Sylvie, qu'est-ce qui t'a intéressé à la pratique de Caroline pour lui proposer cette exposition? Eh bien, je m'intéressais au travail de Caroline depuis déjà quelques années. Je trouvais que son travail était très fort, tant sur le plan esthétique, formel, que des matériaux qu'elle utilisait aussi. Que c'était vraiment important pour le musée de faire une exposition personnelle avec Caroline ici dans le carré. Et alors, j'avais vu l'œuvre Maniwaki aussi en exposition. C'est la première œuvre qu'elle a faite avec des matériaux de construction et ça m'avait vraiment interpellée. Alors, je me suis dit, oui, il faut absolument que Caroline vienne ici. Et puis déjà, elle commençait à avoir une notoriété internationale et je me disais, il faut que le musée invite Caroline, c'est urgent. Bon, ben, Sylvie, tu as bien fait, parce que je dis qu'on est vraiment ravis d'avoir cette exposition ici. J'aimerais justement qu'on parle dans un peu plus en plus de profondeur de l'œuvre Maniwaki que tu viens de mentionner et qui est, comme tu as dit, la première œuvre en matériaux de construction que tu as fait. Donc peut-être, je te passe la parole à Caroline pour en parler dans un peu plus de détails. Merci. Oui, Maniwaki, c'est une œuvre que j'ai présentée pour la première fois en 2018, qui faisait partie d'une exposition à Blouin Division
qui s'appelait Au nom du progrès. C'était Juste, pardon, je te coupe juste un instant parce qu'on a une image de l'œuvre qu'on va mettre à l'écran pour que les gens qui sont avec nous puissent voir. Pardon, vas-y, Caroline. Oui, et donc dans cette exposition Au nom du progrès, je regardais beaucoup les conséquences la fragmentation et la morcellation du territoire au nom du progrès. Donc, quand on a brûlé des forêts pour faire place à l'agriculture et donc engendrer la sédentarisation du peuple algonquin de mes ancêtres. Et j'avais fait des pyrogravures sur du bois que j'étais allée justement chercher à Maniwaki, d'où vient toute ma famille maternelle. Et donc, cette œuvre-là, c'est la première fois que j'explorais des matériaux de construction parce qu'en réfléchissant à l'idée de sédentarisation, après, je me suis mis à penser à cette idée de système de réserve, bien sûr, cette idée de l'habitacle dans lequel on vit. Et c'était ici ma première exploration de cette idée de carré par rapport au cercle. Le carré qui est la maison plus conventionnelle qu'on voit un peu partout, en contradiction avec cette idée d'un cercle qui est plus inclusif, qui est plus traditionnel. Et vraiment, c'est une œuvre qui a été faite. Je suis partie courir un matin et j'ai eu un flash. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse cette œuvre. Et les œuvres devaient partir le lendemain pour la galerie pour être en installation. Et donc, j'ai travaillé toute la journée sur cette œuvre-là. Ça a vraiment été un moment fort où je savais qu'il fallait que je la fasse. Et je ne savais pas trop pourquoi, mais instinctivement, je l'ai vue et quand je l'ai fait jusqu'à 3 heures du matin, et finalement, ça a été le début de toute cette exploration de matériaux de construction, de cette idée. Ça a été la première semence pour toute une exploration et une pratique artistique. Super, merci. D'ailleurs, je viens de me rappeler que François Roy est avec nous ce soir. Ah oui. Et cette œuvre est un prêt de sa collection. Donc, salut François, coucou et merci beaucoup. Thank you so much. There is so much to unpack in what you just said, Caroline. I want to turn to, it's maybe a subtler point, but one that I think is important about the circle versus the square, because it seems to me so interesting and so such a testament to the way that you approach this material with a metaphoric eye, I guess one could say, and there's this kind of very Cartesian structure that versus the organic, inclusive, as you said, circle, which makes me think of something that you said to me the other day when we were in this exhibition about thinking of home, of shelters as living beings. And so I thought that peut-être tu peux aborder ce concept en pensant à l'œuvre que tu nous offres en don. Merci beaucoup, l'œuvre It Cracks with the Light, that is in itself a kind of shelter in a way, but brings into play so many of the themes of your practice. So maybe we can turn to that. Yes, I've always been interested and intrigued by architecture from a very young age. I love shapes and lines and what can be achieved with really good design and a bit of vision. And I think you always start with a square to create forms. Within a square, you can make a circle, you can cut it and make triangles. So for me, the square is kind of the base to create any types of shapes and forms. And from that, you can start growing and shaping stuff. I like this idea of treating a home as a living body and exposing the bones to the body. So that's why in the work that I do, I like to expose the raw materials where every surface is potential for ornament, bringing back this kind of pride in the places we live in, where we grow, where we shape ourselves. And this piece, It Cracks with Light, I think it's a call for hope also to let the light come in, to open up those spaces as well for conversation, to get rid of the darkness of anything that brings you down.
Je pense que ça, c'est un point important à souligner parce que même si ton travail nous force de reconnaître les conditions de vie qui sont très difficiles pour plusieurs communautés autochtones, il y a aussi un message très optimistique, je dirais, dans ce que tu fais et dans les œuvres qu'on voit dans les salles, n'est-ce pas? C'est important pour moi que les œuvres restent accessibles aussi à un large public. Je pense que c'est intéressant quand les gens peuvent regarder une œuvre, avoir une propre réaction personnelle ou imaginative, émotive même à une œuvre. Et c'est seulement quand on commence à lire à l'intérieur, qu'on commence à faire sa recherche sur l'œuvre et qu'on commence à lire sur l'œuvre, qu'on se rend compte de tout le symbolisme, la recherche qui est imbriquée dedans. Peut-être les thématiques un petit peu plus engagées, plus sociales qui font partie des œuvres, mais il faut qu'avant tout, les œuvres puissent vibrer par elles-mêmes, puissent avoir une certaine poésie aussi. C'est ça qui m'intéresse. Alors, tu as mentionné le fait que ta mère est algonquine et ton père français. Et je me demande, est-ce que la culture algonquine était vraiment très présente pendant ton enfance, ton agrandissement? Mais c'était pas quelque chose dont on parlait à la maison forcément quand j'étais petite. C'est toujours été là, mais c'est vraiment l'intérêt après pour toutes les causes sociales est venu vraiment par ma découverte à l'adolescence, par ma crise identitaire, après au fil des années, mes voyages beaucoup aussi, mes rencontres. J'ai habité 5 ans à Winnipeg, d'être confrontée à une communauté si vibrante, si présente, si impliquée dans l'espace urbain aussi. Donc c'est ça. Je pense que les choses ont beaucoup changé depuis plusieurs années, depuis les 10 dernières années. En fait, les Autochtones ont beaucoup plus de place. On leur donne beaucoup plus de place dans l'espace public, dans les institutions comme les musées, dans les médias aussi. Il y a de plus en plus d'artistes. On monte sur tous les fronts et dans toutes les sphères sociales. Donc je pense qu'il y a 50 ans, c'était pas aussi facile d'être autochtone, ou c'était pas... Il y a un bagage qui vient avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est capable, peut-être la nouvelle génération, de briser ces cycles de victimisation, de briser, de faire un peu la paix avec ce passé-là et de pouvoir finalement être fier de cet héritage-là. I think it's very important what you just said. So I thank you for sharing that with us. I'm wondering if you can go into a little bit more detail about what was, as you describe it, a kind of process of awakening for you. You mentioned that you went on certain trips, etc. But you're having not grown up on a réserve, mais ensuite, plus tard dans ta vie, t'as vraiment, this became such an important issue in your life, in your practice. And so maybe you can share with us a little bit more sur ce processus de découverte de tous ces enjeux qui touchent les communautés autochtones, surtout sur les réserves au Canada. Mais moi, j'ai une formation en sociologie, donc c'est sûr que toutes les causes sociales, les inégalités m'intéressent et pas me stimulent, mais m'enragent en fait qu'il y ait des inégalités à tel point sur une planète comme la nôtre et dans un pays aussi industrialisé que le nôtre. À l'âge de 19 ans, je suis partie habiter 4 mois en Amazonie et j'habitais avec les peuples amérindiens là-bas. Et c'était vraiment dans leur communauté. Je dormais dans un hamac, je vivais vraiment chez eux. Et c'était vraiment des conditions de vie de base qui étaient très bien. On s'en sort tout à fait très bien. Les gens sont heureux, il y a de l'humour, il y a une fierté. Mais c'était en revenant, en fait, à la maison au Canada, en passant par les États-Unis, que j'ai eu un vrai choc culturel en voyant la consommation excessive qu'on avait et aussi par la suite de voyager dans des communautés du nord du Canada comme Attawapiskat, Pikangikum, dans le nord du Manitoba aussi.
et de voir que c'est ces mêmes genres de conditions de vie, mais dans des températures de moins 30, moins 40, on n'a plus le même rapport par rapport à son environnement et surtout dans un pays comme le nôtre, c'est inacceptable. Donc, bien sûr, je pense que comme n'importe quel citoyen, je trouve ça m'enrage ou j'ai envie de faire mieux et j'ai envie qu'on fasse mieux. Donc, moi, la façon dont j'ai trouvé de contribuer positivement à la société ou de pouvoir amener un dialogue, c'est à travers l'art contemporain, à travers mes œuvres, à travers des plateformes comme l'espace du musée pour pouvoir parler et amener un dialogue. C'est la façon que moi j'ai trouvé. Merci. Je vois que justement, dans ta façon de réfléchir à ces questions avec ton art, tu travailles, et on le voit dans les salles ici, dans toutes sortes de matières, que ce soit sculpture, les sérigraphies, broderies, etc. Et Sylvie, tu as fait le choix d'inclure les photographies aussi que Caroline a fait. Je trouve que c'est super bon choix. Mais tu as commencé ta pratique en tant qu'artiste en film. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ensuite développer une pratique en beaux-arts? Ben, mon premier amour, c'était la vidéo. C'est comme ça que j'ai découvert une façon de m'exprimer et de parler de choses qui m'interpellent et qui sont importantes pour moi. Et ça fait un peu effet boule de neige. Au bout d'un moment, j'ai fait quelques courts-métrages et j'étais un peu frustrée de l'espace du cinéma, en fait, de l'espace passif du spectateur face à une œuvre. J'avais envie que le public puisse bouger autour. Et comme ça a évolué tranquillement en installation vidéo, puis à vouloir explorer d'autres façons de m'exprimer, d'autres formes d'expression, donc la peinture, la photo. La photo, c'est quand même assez proche de la vidéo quelque part, c'est le travail par l'image. Et ensuite, ben, la sculpture, quand j'ai découvert la sculpture ou les œuvres en 3D, j'ai découvert vraiment une passion pour exprimer des choses qui étaient plus difficiles en vidéo. Donc, je trouve que toutes les formes d'art permettent d'amener une nouvelle façon de voir les choses, tout en voulant exprimer une même narrative ou une même histoire. Et pour toi, Sylvie, c'est un peu, tu étais dans this incredible luxe, je dirais, of choices in the kinds of work that Caroline does. And for you as a curator, what was important for you to transmit in her work, or help to transmit in her work? Je sais que c'est un processus collaboratif, mais dans le choix des œuvres que tu as faites avec Caroline. Mais d'abord, il faut dire que j'ai appris énormément de choses avec Caroline, hein, parce que c'était pas un univers. Je lisais des choses au sujet de l'habitation des Autochtones dans les réserves, dans les journaux, comme tout le monde. Mais là, en parlant avec Caroline, qui est allée dans les réserves, qui est Anishinaabe par sa mère, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas tant que ça, il faut quand même le dire. Et là, on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a montré des choses, des échantillons qu'elle avait fait pour des œuvres qu'on retrouve ici maintenant. Elle m'a montré les photos. Alors, on discutait, et puis éventuellement, c'est devenu effectivement une trame narrative. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est sa manière d'utiliser les matériaux de construction for another mean. Tu comprends? C'était pas fait pour construire une maison, mais c'était pour créer un univers imaginaire aussi. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que bien que le sujet soit sombre, il y a un univers imaginaire foisonnant à partir des motifs iconographiques Anishinaabe, mais qu'elle a transformé en son propre langage parce qu'elle créait les motifs qu'on voit ici à partir de son ordinateur et ensuite c'était transmis à des collaborateurs qui ont fait les
les murs, pardon, excusez-moi, de l'œuvre qui nous est offerte en don, ou à une artiste qui fait de la broderie, qui a fait ça à la machine. Et alors, c'est tout un processus qui est quand même assez complexe et qui prend beaucoup de temps. Et la pandémie was a silver lining because it gave us a lot more time. Et puis, ça a permis à Caroline de créer des œuvres spécifiquement pour le musée. C'est ça que je trouve vraiment formidable. Et puis, les deux installations ont beaucoup évolué. On a parlé de Gordon Matta Clark au début, et puis éventuellement, c'est devenu tout autre chose, mais ça a été un périple très, très riche pour moi de découvrir sa démarche, mais de façon plus intime que de voir ça seulement dans une exposition, dans une galerie, dans un musée, mais de travailler avec elle à l'atelier. C'était vraiment formidable. Courageux quand même parce que Sylvie, nos premières conversations, aucune des œuvres était faite. Donc, c'était des idées, c'était des concepts, c'était un peu des thèses, des matières, mais de monter une exposition sans avoir vu les œuvres, tu m'as fait vraiment confiance. Ah ben, totalement. Puis jusque même à la dernière minute, des sketchs et des dessins, mais il n'y avait pas plus de matériel que ça. Et tu as fait un travail de scénographie avec ça sans vraiment avoir vu les œuvres aussi. Donc, je pense que c'est excitant de créer une exposition dans ce contexte-là où c'est dévoilé tout à la fin. J'ai découvert certaines des œuvres en même temps quand on les a déballées aussi. Ah oui? Donc, c'est très excitant de pouvoir finalement montrer ça au public. Ouais, c'est un grand leap of faith quand on va utiliser l'expression anglaise. Mais it was worth it. Yeah, definitely was. I want to talk about les imprévus dans l'exposition, justement le fait de ne pas avoir vu toutes les œuvres avant qu'ils arrivent ici. Il y a une œuvre en particulier que j'aimerais qu'on aborde, c'est Havoc, parce que cette œuvre utilise le moisissure noire qui est normalement très, très dangereux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur pourquoi tu as décidé d'utiliser cette matière? Quel était le processus? How do we kill mold? I'm kind of interested in that. Like, technically, how does that work? And so what inspired you to turn to this material? L'œuvre Havoc en français, Ravage, c'est intéressant parce que je faisais justement des tests pour les sérigraphies qu'on voit derrière moi et j'avais cette volonté de faire un espèce d'embossage sur de la moustiquaire. Et je travaillais avec l'atelier circulaire et bon, ça marchait plus ou moins l'embossage sur moustiquaire, donc on m'a redonné la moustiquaire à l'atelier. Et au bout de quelques jours, il y a une espèce de moisissure qui s'est créée dessus, une espèce de champignon qui poussait. Et j'ai dit, c'est fantastique, on peut peut-être essayer de trouver une façon de contrôler cette moisissure pour en faire des motifs comme ça. Et donc, j'ai travaillé avec un laboratoire à Joliette, qui est vraiment une collaboration. Ils ont travaillé très fort pour me faire des tests, me montrer les différents types de moisissures. Et ces planches de gyps ont passé plusieurs mois dans un incubateur, à être humidifiées pour que le champignon puisse coloniser justement les panneaux de gyps. Et voilà, après, il faut mettre un scellant pour tuer le champignon, tuer la colonisation. Il y a tout un processus à suivre aussi, protocolaire, de la façon de l'envoyer. C'est très nocif, hein, c'est du black mold, donc c'est très nocif pour la santé physique. C'est intéressant de penser à une sorte de colonisation organique qui se fait par des moisissures et qu'est-ce que ça représente en parallèle, qu'est-ce que ça représente avec les êtres humains. C'est, I guess it's interplanetary or interorganismic. It's not a word, but you get the gist. You get the gist. But it's interesting that en plus de ton travail qui est très engagé, mais aussi très poétique,
et des fois sombre, mais d'autres fois très joyeux. Tu as aussi, tu soutiens beaucoup des artistes autochtones, des artistes émergents. Tu créais, je laisse en parler, mais tu as fondé la première organisation qui soutient des artistes autochtones ici à Montréal, qui s'appelle Daphne. Est-ce que tu peux, je sais que tu ne peux pas parler de la programmation, mais peut-être tu peux nous décrire un peu qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un organisme que j'ai fondé seul, bien sûr. On est 4 membres fondatrices avec Hannah Klaus, Skawanati, Nadia Mir et moi. Ça fait plusieurs années qu'on souhaite avoir un centre d'artistes autochtones au Québec parce que c'est le premier au Québec. Donc, encore une fois, il est à peu près temps. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir des expositions solo à des artistes autochtones. Je pense que c'est important en fait, Daphné pense que c'est important d'offrir ces opportunités-là. Souvent, les expositions solo, c'est là où on fait nos preuves, c'est là où on peut développer un corpus d'œuvres. Donc, notre mandat est vraiment de se focusser là-dessus. Et puis, on a une programmation on est tout nouveau. On a ouvert il y a 1 an, même pas. Et on va avoir notre premier vernissage là, le 8 mai, donc ce printemps, première exposition de Michel Rivard, commissarié par Hannah Klaus, et une belle programmation pour l'année des artistes du Québec francophones. Et pour nous, c'est aussi de faire le pont entre les communautés autochtones francophones, communautés autochtones anglophones. Il y a encore un fossé qui existe et les gens ne savent pas forcément ce qui se fait au Québec. Dans le reste du Canada. Donc, Daphné espère pouvoir faire ça un petit peu. C'est super. Et justement, est-ce que tu peux parler un peu plus de cette fausseté que tu as mentionnée entre l'artiste autochtone francophone et anglophone et I guess how that sort of manifests itself to you and why you felt it was important to try to attack that, and well, attack's not the right word, but try to engage with that dynamic. I think in Quebec, often Francophone Indigenous communities can be doubly marginalized because they don't have access to all the opportunities and resources that are available across Canada that are mostly English speaking. Training, for example, or just like available of exhibitions, academics. Often in French speaking, it's a little bit behind. And if you don't speak English, then you don't have access to what's happening. If you don't speak French, then you're missing entire, nations in Quebec that you're not aware of and that you don't know what's happening within those communities. And I think it's important to bridge that gap and to know what's happening because there is Indigenous people in Quebec and there is Francophone Indigenous. It's just we've been colonized with different languages. So maybe there's a way to communicate beyond those languages. Absolutely. Well, I know that we're all very excited. Nous sommes on a très hâte de voir cette programmation, de découvrir Daphné. Je demande, what's next for you? Qu'est-ce qui est sur l'horizon en termes de ta création? Est-ce que tu penses à retourner vers le film? Qu'est-ce que tu vois? Ou est-ce que c'est toujours en développement pour toi? Mais j'ai toujours plusieurs projets à la fois en cours. Je jongle toujours entre le cinéma et les arts visuels. Je n'ai pas du tout l'intention de laisser le cinéma. J'ai des projets qui s'en viennent, d'autres projets de long métrage, des projets de vidéo expérimentale. J'ai envie de continuer à toucher à plusieurs choses. Et d'explorer différents médiums. Il y a des expositions qui s'en viennent au Koffler Art Center de Toronto, des projets de collaboration aussi avec certains artistes, dont Clara Furry, des projets avec la Nuit Blanche de Toronto. Donc il y a plusieurs petites choses qui se passent ici et là. Puis j'aime bien pas trop y penser, ça vient... Je ne pense pas aux prochaines étapes. Je
go with the flow, comme on dit. That's probably the best way to be. Alors, je vois que le temps file et on a plusieurs questions, mais je termine peut-être en vous demandant s'il y a des messages clés ou des takeaways that you would like visitors to this exhibition to leave with. Donc, des choses que vous aimeriez que les visiteurs retiennent en partant de l'exposition. What would they be? For you and for Sylvie, parce que peut-être c'est différent pour vous deux. Ben, il y a une phrase dans la pièce qui est derrière moi qu'on voit pas, qui dit We shape our homes and our homes shape us. Je pense que c'est une très belle synthèse de ce que l'exposition représente, parce que c'est sûr que quand c'est nous qui construisons nos maisons, nous les faisons à notre image et éventuellement, on est heureux de vivre dans ces maisons-là. Elles sont bien parce qu'elles nous ressemblent, donc ça nous donne un sentiment de bien-être et je pense que c'est un peu ça que Caroline essaie de transmettre au public à travers toutes les œuvres qui sont ici parce que comme on voit, c'est vraiment coloré, comme on a dit, c'est poétique. Alors, moi, pour moi, cette phrase-là, c'est la phrase clé de l'expo. Merci. Et toi, Caroline? Moi, j'aimerais que les gens viennent et se sentent inspirés à se mobiliser, à amener ces questions-là qui sont présentes dans l'exposition sur la sphère publique. Qu'on en parle, on s'est rendu compte qu'il faut beaucoup de monde pour mobiliser, pour bouger des montagnes. Et je pense que c'est des questions dont on ne parle pas assez. Donc, j'espère que par le bouche à oreille, éventuellement, ça va s'infiltrer dans les consciences des gens et qu'on va pouvoir avancer positivement dans l'avenir. Bon, ben, merci beaucoup de le dire. C'est une bonne note pour terminer et aussi une bonne note pour vous dire venez demain pour voir l'exposition en vrai, pour que vous puissiez en parler ensemble, pour qu'on crée justement, pour qu'on soutienne cet dialogue que tu aimerais créer, Caroline. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toi, Sylvie, aussi. Alors, avec cela, on va tourner vers les questions que vous avez posées sur Facebook et aussi que vous posez maintenant. Donc, si vous n'avez pas posé des questions et vous en avez, je vous encourage à les soumettre par chat. Oui, par chat. OK. Alors, je prends mon handy dandy tool. OK. Première question. On vous voit dans beaucoup de projets, dans des publicités, à la TV. Comment vivez-vous votre nouvelle célébrité? Anonyme. Des publicités, j'ai jamais participé à une publicité, mais je pense que je fais des œuvres en photographie qui peuvent s'approcher à de la publicité, mais ça va très bien. Je dirais pas que je suis une célébrité ou je pense que j'aime vraiment toucher à tout. Et puis, tant que j'ai de l'énergie, je vais toucher à tout et je vais continuer de faire ce que je fais. Et j'espère pour longtemps. Nous aussi, d'ailleurs. Alors, maintenant, on va montrer une question vidéo de la part de Ophélie qui nous a soumis cette question virtuellement. Allô Caroline, je m'appelle Ophélie, puis je me demandais qu'est-ce qui représente les motifs sur tes œuvres? Ah ben merci, c'est une belle question ça, Ophélie. Donc les motifs sur mes œuvres sont inspirés de motifs traditionnels Anishinaabe qu'on retrouve souvent sur les paniers en écorce ou sur souvent le perlage, les habits traditionnels. C'est aussi inspiré de la technique de morsure de bouleau. Donc, tu prends une écorce de bouleau, tu la plies en plusieurs petits formats, un peu comme de l'origami. Et avec tes dents, tu viens faire une incision et ça vient créer des motifs symétriques hyper complexes. Je trouve ça vraiment beau et c'est un peu les œuvres que je fais, la symétrie que je recherche dans mes œuvres, c'est inspiré de ça.
Mais mes motifs, je les fais sur ordinateur parce que maintenant, c'est plus en lien avec les outils que j'ai autour de moi dans ma réalité contemporaine et urbaine. Puis maintenant, ça ressemble plus à des cartes, des cartographies urbaines, des codes binaires, des QR codes, des puces électroniques. Donc, pour moi, c'est inspiré de la tradition et du passé, mais je veux le transposer dans un futur. Merci pour la question, Ophélie. Alors, quels sont les sujets qui vous inspirent? Donc, tu en as parlé de quelques-unes, mais il ou elle précise quels artistes vous touchent et vous font avancer dans votre pratique. C'est sûr que dès les débuts de ma pratique, toutes les œuvres de Nadia Mir ont eu un grand impact sur moi. C'est une artiste qui, dès le début, m'a presque invitée à rentrer dans le monde contemporain. Je me rappelle, elle m'avait invitée à présenter à la Sorbonne il y a déjà plusieurs années, presque une dizaine d'années même, donc à mes tout débuts. Donc, je pense que des femmes comme elle et d'autres, Skawanati, Hannah Klaus, Alani Sobom-Sawin, Rebecca Belmore, c'est des femmes qui ont permis à ma génération ou à des artistes comme moi de pouvoir faire le travail que je veux aujourd'hui et qui ont balisé le territoire, qui ont vraiment été des pionnières au niveau de la place qu'on peut prendre. Sinon, à l'international, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Lisa Rihanna, qui est une artiste maori absolument fabuleuse, qui était à la Biennale de Venise il y a quelques années, qui est une amie aussi. Et Sylvie m'a fait découvrir Gordon Matta Clark, que j'ai découvert il y a 2 ans dans nos conversations et qui est un artiste qui a été vraiment une source d'inspiration et ça nourrit beaucoup le travail. Oui, on le voit dans les installations ici quand on y pense, oui. Alors, question de Serge Sasseville. Allô, bonjour. Y a-t-il une œuvre dans votre exposition, selon vous, qui est plus significative que les autres? J'imagine que c'est un peu comme choisir son bébé préféré ou quelque chose comme ça, mais je te laisse répondre. Mais c'est une question difficile, effectivement, mais je dirais que probablement les installations architecturales sont un petit peu plus précieuses parce que c'est un travail de collaboration qui est important. Il y a eu de la consultation avec des consultants en architecture. Il y a eu tout un processus vraiment de développement au niveau du concept jusqu'à la fabrication, jusqu'à la production et même au niveau de l'installation. J'ai une équipe formidable qui m'a aidée à monter ça. Je ne l'ai pas fait toute seule. Je trouve que pour ça mérite peut-être d'être un petit peu plus spécial que les autres. Super. Alors, question pour toi, Sylvie. La scénographie, quelle est la réflexion derrière l'emplacement des œuvres? Oh, c'est une bonne question. Évidemment, il y a la question de l'aspect formel des œuvres et puis les couleurs, les matériaux, mais il y a la question du sens aussi. Il faut que l'installation fasse sens et qu'on soit capable comment dire, de construire une trame narrative quand on commence à regarder l'exposition, quand on traverse les installations aussi, parce que à travers cette installation-là, on a un point de vue sur Maniwaki. De l'autre côté, on a un point de vue sur les sacs de sable qui, pour moi, sont comme les sentinelles de l'exposition, qui sont des forces tranquilles de l'exposition. Et puis, sur le mur où on a acquis les 2 photographies et l'œuvre avec les moisissures, il y a une suite logique dans tout ça. Et je voudrais rien que rajouter quelque chose sur la colonisation. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand on parle de la colonisation, de la moisissure, mais pour moi, c'est une métaphore absolument phénoménale sur la colonisation des Premières Nations
au Canada et partout à travers le monde. Vraiment, ça m'a sauté au visage là, quand tu as commencé à en parler, Caroline. Donc, et comment placer les installations dans l'espace, comment occuper l'espace. C'est vraiment important pour que la visite aussi puisse être fluide, pour que ça puisse créer des éléments de compréhension. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Super. Merci. Alors, une question de Naila Naoufal. D'abord, elle dit merci beaucoup. Ensuite, en ce qui concerne les œuvres avec les moldes, avec moisissures, est-ce que tu voyais les moisissures comme quelque chose qui créait aussi? Donc, en lien avec ce que tu viens de dire, Sylvie. Oui, j'aimais l'idée de travailler avec une matière vivante pour créer une œuvre et de ne pas avoir totalement le contrôle sur le produit ou sur le résultat final. Toutes les autres œuvres sont créées à la machine, sur ordinateur. Il y a quelque chose de très précis. Et là, dans les moisissures, ben, je dois travailler avec la matière pour de vrai. Il y a une exploration de la matière déjà dans les œuvres plastiques, la matière des matériaux de construction. Mais là, la matière organique qui vient créer mes motifs, c'est comme les laisser décider un peu ce qu'ils vont faire. Puis cette idée de... j'aime que ça devienne presque des peintures abstraites parce que c'est pas aussi propre que les autres, c'est pas aussi contrôlé que les autres. Donc, c'était bien excitant de travailler avec ça. Alors, est-ce qu'on veut mettre... non. On va en fait passer à la question de Alain Massé. Chère Caroline, peux-tu nous parler de l'œuvre transatlantique qui a été présentée au Musée des Beaux-Arts du Canada? Oui, bonjour Alain. L'œuvre transatlantique, c'est un voyage, c'est une vidéo grand format que j'ai tournée en 2012 lorsque j'ai traversé l'océan Atlantique de l'Europe en Amérique du Nord en bateau cargo. Et j'ai filmé toute ma traversée. J'en ai fait une installation vidéo. Et donc, l'œuvre a été acquise par le Musée des Beaux-Arts du Canada. La vidéo, elle était présentée aussi avec 5 sculptures sphères de ciment. Et donc, c'est comme un voyage initiatique presque. On passe par plusieurs degrés d'émotion qui représentent pas mal toutes les émotions que j'ai vécues en mer, dont soit l'ennui, mais aussi la sérénité, la peur, parce que des fois, on a rencontré des tempêtes assez énormes. Et donc c'est ça. Voici l'œuvre transatlantique. Une très belle œuvre. Je pense que c'est, on peut le voir sur Internet, je l'ai vu en vrai, c'est une expérience complètement immersive, très émouvante, mais vous pouvez aller voir aussi sur le site du Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, on a une question de Guy Siwi Durand, qui est avec nous. Super. Allô? Salut Guy. Alors, je m'excuse si je prononce mal les mots qu'il a écrits ici. Nidio Kwe, Caroline? Oui. Comment? Kwe. OK. Il dit Nidio Kwe, Caroline, Sylvie et Mary. Je suis intriguée par la sculpture très grande, genre de mobile, avec des tubuleurs cerceaux que l'on a vus dans la vidéo. Donc, peut-être tu peux nous en parler un peu plus, Caroline. Oui, donc l'œuvre, elle s'appelle Pikogan, qui veut dire abri en Anishinaabe-Mowin, et elle est entièrement faite de tubes et de tuyaux de plomberie, donc du PVC, du PEX, et c'est inspiré des façons de construire traditionnelles Anishinaabe, mais aussi un regard pour cette architecture futuriste, utopique, peut faire penser au dôme qu'on a d'Expo 67 qu'on a à Montréal. Les cerceaux me font penser aussi aux cerceaux du hoop dancing. Donc, il y a plusieurs couches de sens imbriquées dans cette œuvre-là, plusieurs symboles aussi. Et j'ai envie que le public vienne, puisse même s'asseoir, se coucher en dessous,
prendre un moment pour être avec cette œuvre-là. Et bien sûr, ça parle très, très franchement et peut-être très directement du manque d'accès potable dans encore beaucoup de communautés autochtones à travers le pays. I love how in that work you're using a material that deals with justement l'accès à l'eau, etc., which is a very serious subject, and yet there's also this play element in the work. You know, it makes me think of so many of the playgrounds that I go to with my children, and I think that's something that was, you know, as you said to me, intentional on your part, this kind of double lecture de l'œuvre. Absolument. Alors, bonjour, cette personne dit, avez-vous eu une formation artistique dans une école ou bien vous êtes une artiste autodidacte? Et il ou elle dit, félicitations pour cette exposition, nous irons vous voir bientôt. Merci. Je suis autodidacte en cinéma et en art visuel. J'ai fait des études en sociologie et communication. Mais je trouve que les études de sociologie, c'est un peu le rôle de l'artiste d'observer la société qui nous entoure, d'y répondre, d'offrir des pistes de dialogue, de discussion. Donc, je trouve que ce parcours-là influence beaucoup ma pratique et j'apprends tous les jours. Chaque exposition me permet d'apprendre un peu plus sur des techniques, sur l'art contemporain. J'en mange beaucoup d'art contemporain. Mais oui, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, en voyant, en entraînant nos yeux, de développer. It's a muscle de voir l'art qu'il faut exerciser. Mais je veux retourner sur ce que tu as dit, que tu es autodidacte en film, parce que je pense que tu m'as raconté une histoire, c'était à Winnipeg que tu as décidé de faire ta première court-métrage. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, you know, what inspired you to pick up the camera and make a movie? Because number one, it's not everyone who could do just that. And number two, I think that film won all kinds of awards. It was your first one. I don't remember the names, but very impressive stuff for a self-taught filmmaker who straight out the gate, you know, really gets a lot of recognition pour un film, pour son film. So what was behind that? I made my first short film in 2009. It was titled Ikwe, meaning woman in Anishinaabemowin, and I made it through the Winnipeg Film Group. So they had a small grant for women to make their first film. Nothing much, just access to a camera and basically editing room. And I applied and got it. I think I always knew I wanted to be an artist. It's just I don't come from an artistic family. I didn't know you could actually have it as a profession. You could do that as your job until I met artists doing that. It's like, oh, this is exactly what I want to do. It seems like so much fun. And picking up that camera and making that first short film, I discovered a real passion. Working with the process, the creative process, and building something, making something. And then the short film had its world premiere at the Toronto International Film Festival and went on to multiple international film festivals. And that gave me kind of the snowball effect to be able to apply for a grant to make a second film, a third film, and then starting branching out to other mediums and other explorations. And here I am today. Amazing story. You know, it's interesting because tu nous as expliqué que tu viens pas d'une famille ou d'un contexte où il y avait beaucoup d'art qui t'entourait, mais quand même, ton père, si je ne me trompe pas, travaillait dans la construction, n'est-ce pas? Donc, non. Mon père ne travaille pas en construction, mais ils ont rénové beaucoup de maisons. Ah, OK, c'est ça, peut-être, excuse-moi. On a été toujours, ils rénovaient des chalets, on déménageait d'une autre maison, on rénovait cette maison-là. Donc, il y a toujours eu l'idée de construire quelque chose autour de moi, toujours l'idée des matériaux de construction. Donc, je suis quand même familière avec ces matières-là. Elles ont toujours été dans mon entourage. Et quand tu as dit à tes parents que tu voulais devenir artiste après cette formation en sociologie, comment est-ce qu'ils ont réagi? Je pense que mes parents m'auraient toujours encouragée à faire ce que je veux et de suivre mes rêves. Je pense au début, ils ne savaient peut-être pas trop ce que je faisais exactement.
jusqu'à ce qu'ils viennent voir ma première exposition qui était à la Galerie Axnéo 7 à Gatineau. Et je pense que là, ils ont pris conscience du travail qu'il fallait mettre dans monter une exposition, dans les œuvres aussi. Je pense qu'ils ont vu la réaction du public. Mais oui, mes parents m'auraient encouragée, je pense, quoi que ce soit que j'aurais voulu faire. Bon, super. Donc, on profite de leur encouragement parce que c'est vraiment le résultat. Est super. Sur cette note, je termine parce que je vois qu'il est déjà 18h30, mais je termine avec le commentaire de Sari Hornstein. Hi, Sari. So happy to have you with us tonight. And I think this is a really beautiful ending note. She says, "Love your structures that let the light in. Reminded me of Leonard Cohen's anthem, ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Yours is a beautiful variation on that theme, and fascinating to see how much your work moves, changes, evolves, depending on the angle, depending also on the mold." Donc, merci Servi, merci à vous tous d'être ici. Je sais que Sylvie et Caroline, vous avez tous les deux des remerciements à faire aussi. Donc, on commence avec toi, Sylvie, ensuite Caroline. Ben, d'abord, je voudrais remercier Caroline de m'avoir laissé entrer dans l'intimité de son processus de création et d'avoir pu faire une collaboration aussi riche. Merci à vous deux, Mary et Stéphane, d'être allés jusqu'au bout de cette exposition-là, qu'on puisse la montrer. Mais mes remerciements vont évidemment à toutes les équipes du musée qui ont été absolument formidables. Je commence par Anna Ciucciola, qui était la coordonnatrice de l'exposition à la conservation. Je vais pas nommer tous les gens parce que c'est comme un générique de film. C'est vraiment long. Et puis, mais ces gens-là savent qui ils sont. Alors, aux archives qui ont été très présents à travers Maxime Archambault, qui était là tout le temps pendant les montages, la restauration, l'équipe de Richard Gagné, qui a fait des choses formidables. Richard était là aussi au montage et puis il participait à l'élaboration des structures, la production des expositions. Écoutez, ça a été un plaisir de travailler avec vous tous et Caroline Pou, qui nous a quittés, a été vraiment une chargée de projet formidable. Aux communications, vous êtes trop nombreuses. J'aurais de la difficulté à vous nommer toutes, mais enfin, vous savez qui vous êtes. Aurélie qui est devant moi, grand merci. Aux éditions scientifiques, évidemment, pour la révision et la traduction de tous les textes. Emmanuel Christen à la revue M, pardon. Et à l'équipe de l'audiovisuel qui est ici ce soir, qui nous permet de faire ce vernissage virtuel. Et puis, je voudrais remercier aussi tous mes collègues de la conservation avec qui j'ai eu un grand plaisir de travailler pendant 2 ans. Alors voilà, merci. Et moi, je voudrais bien sûr remercier le Calque et le CAM pour leur support et support dans l'installation le support pour cette exposition, aussi le prix Pierre Ayotte. Bien sûr, Sylvie pour cette fabuleuse invitation de pouvoir m'amener là et de créer ces nouvelles œuvres-là. Toute l'équipe du musée, bien sûr, merci de cet accueil chaleureux, vraiment. Et bien sûr, tous mes collaborateurs, plus particulièrement Catherine Sasseville, qui est une personne extraordinaire pour son dévouement et tous ses efforts pendant l'élaboration et le processus de cette exposition-là. Il y a aussi Frédéric Caplette et Joseph Kalternick, consultants en architecture qui m'ont aidé beaucoup avec la conceptualisation et la technique derrière les œuvres architecturales. Il y a bien sûr Guillaume Van Roberge, Amélie Dioneski, Cassandre Boucher, Mélissa Mougéo, Sébastien Aubin, Alan Cruz et le laboratoire RO de Joliette. Merci infiniment pour votre collaboration parce qu'on fait tout ça ensemble.
et bien sûr tous les fournisseurs et ceux qui ont aidé de près ou de loin à réaliser cette exposition. Alors, merci à vous deux, vraiment. Merci beaucoup, Sylvie, pour le formidable travail que tu as fait en tant que commissaire de cette exposition et pour tout le travail que tu as fait pour le musée. C'est très, très apprécié et je te remercie profondément. Merci, Caroline, pour, pour toute cette installation, pour tout ce que tu fais, que c'est vraiment, pour nous, c'est un honneur d'avoir cette exposition ici au musée. On est vraiment ravis, and it's been a real pleasure for me to discuss your work and what inspires you. So I thank you for those many conversations that we've had together. Évidemment, je remercie toutes les équipes du musée aussi et une énorme merci à vous tous d'être avec nous ce soir. On est vraiment très contente de vous. Bon, on ne vous voit pas, je dis ça à chaque fois parce que j'oublie, mais on sait que vous êtes là en virtuel et on vous dit venez voir cette magnifique exposition dès demain. Merci, bonne soirée.